Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de l'épisode de la saison de la nouvelle série Bleach The Thousand Year Blood War. Et quel épisode encore une fois, je vais reprendre cette expression de jeune con, c'est quoi ce poulet? Le poulet est délicieux! On mange Gucci! Putain, je fais que des expressions de fils de pute, mais en tout cas un épisode royalement royal. J'ai kiffé chaque seconde ou presque, on va y revenir. Mais avant, petit instant autopromo comme d'habitude, mon livre Manga Story, décryptage du manga shonen par le chef Otaku. Hein, on y parle des archétypes, des thématiques, des concepts, et de toutes sortes de trucs, de la mythologie et tout ça. On parle pas mal de Bleach dedans d'ailleurs. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, hein, c'est dans toutes les bonnes librairies, le lien est aussi dans la description. D'ailleurs, ce week-end, j'étais à Art to Play à Nantes, en dédicace, on a fait sold out. Donc, futur classique, je vous dis. Mais bien sûr, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors que dire sur cet épisode 7? Bon, déjà, il commence sur les chapeaux de roue. Tite Kubo et Mappa, c'est Mappa, non, c'est Studio Pierrot, j'ai de la merde, nous avaient promis de l'inédit. Nous avons eu de l'inédit avec ce flashback qui nous présente le premier Gotei 13, le Gotei 13, les premières 13 divisions de la Soul Society, au moment de la première guerre entre les Quincy et les Shinigami. Alors par contre, on nous a un peu remixé l'histoire, parce que moi, il me semblait que c'était les Shinigami qui avaient attaqué les Quincy pour les poutrer. Alors apparemment, non, ce n'était pas le cas. Apparemment, c'est les Quincy et Yuaba qui avaient déjà tenté d'attaquer la Soul Society 1000 ans auparavant, sauf qu'ils se sont pris un stop de cow-boy par les capitaines des 13 divisions menées par ce bon vieux Yamamoto, et apparemment c'était pas des rigolos. Hein, bon, déjà rien qu'au design, bon, on va dire les termes, Tite Kubo est très très balèze en Kara Design, à chaque fois qu'il fait des Kara Design, ils sont toujours systématiquement stylés. Tu rajoutes ça en plus avec son trait très particulier, forcément ça pète la classe direct. Il y a un autre mangaka que je trouve, alors avec tous les trucs qu'on peut lui reprocher, juste ou pas juste, on en reparlera certainement un jour, qui est très fort de chez Balèze en Kara Design, c'est Hiro Mashima aussi, qui est un peu dans le même délire, bon, dans un style différent, mais qui est très fort aussi en Kara Design, impactant, bref, c'est pas le sujet. Donc, juste les 13 capitaines de division ont réussi à poutrer l'intégralité de l'armée Quincy dans une scène, bon, l'animation de la scène n'est pas spécialement incroyable, mais la mise en scène de la violence est plutôt réussi, et c'est très rare de voir une adaptation de shonen proposer de la violence, peut-être même plus violente que ce qu'on aurait pu avoir dans le manga. La scène où, bon, déjà tu vois chaque capitaine qui défonce tout le monde, plutôt cool, mais la scène où Yamamoto marche littéralement sur les cadavres des hommes, des amis, peut-être même de la famille de Yuaba, comme ça, tu vois bien qu'il piétine bien sa mère, tu vois, il marche, t'entends les os qui craquent, t'entends des crânes qui s'affaissent, à un moment, t'as un plan aérien où tu vois les deux qui se font face et tout autour, ils sont au milieu d'une mer, littéralement, de cadavres de Quincy. Il y a quand même un petit côté apocalyptique, un petit côté vraiment sanguinaire, violent, brutal, bestial même, cruel. Horrible! Tu te dis, putain, il a vécu ça, le Yuaba, peut-être qu'il a peut-être raison de l'avoir un peu mauvaise. Et finalement, ça trace la ligne, encore une fois, on en avait déjà parlé, entre qui a raison, qui a tort, où est le bien, où est le mal, et finalement, il n'y a peut-être pas de bien ou de mal, mais seulement la nécessité. Peut-être que c'est ça, en fait. Donc, parce qu'en fait, c'est ça qui est pas mal dans Bleach, c'est que, niveau scénario en soi, Bleach, c'est un peu comme Dragon Ball. C'est que le scénario en lui-même est pas incroyable, en fait. Il est très simple. Mais
permet de soulever beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de sujets, et ça le fait notamment au travers de la mise en scène, que ce soit dans le manga ou avec cette nouvelle adaptation. Je trouve ça super intéressant. Voilà, c'était très 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 cool. Alors, est-ce que ça a apporté vraiment quelque chose de rajouter ce flashback? Bah en fait, maintenant que je le formule à haute voix, en fait, oui, ça a servi à rajouter quelque chose, notamment parce qu'on arrive à la scène d'après où on voit Yamamoto rendre son dernier soupir, hein, qui se fait tuer comme dans le manga, hein, qui meurt encore debout. Il y a toujours ce petit cliché du gros sensei, du gros vieux vénère qui meurt debout. Bon, il meurt debout, bon, il y a la moitié qui est par terre, mais il est toujours debout, t'as compris le délire. Qui continue à s'accrocher à son ennemi en mode ma volonté surpasse ma vie ou ma mort, qui était plutôt sympathique. Et il y a eu le discours que Yuaba, du coup, lui a sorti, qui était très intéressant. Il lui dit, ouais, à l'époque du premier Gotai 13, vous avez pris que des mecs hyper sanguinaires, vous étiez hyper violents, vous étiez à l'apogée de votre puissance, vous étiez extrêmement cruel, et vous n'étiez pas des gens bien, en fait. Vous étiez prêt à tout pour que le travail soit fait, vous reculez devant rien. Et en fait, une fois que vous avez commis ce massacre-là, vous vous êtes assagi, en fait. C'est-à-dire que tu as voulu te draper dans une espèce de vertu illusoire, parce qu'en fait, tu sais que tu as les mains sales, en fait. Donc la paix que vous avez bâtie a été bâtie sur le massacre, sur des cadavres, sur le mensonge, et vous avez essayé de vous en laver les mains en mode non, maintenant on est noble, et à cause de ta noblesse, de ta prétendue aussi, qui est finalement un peu une hypocrisie de sa part, à Yamamoto, ben, il s'est retrouvé faible et diminué. Est-ce qu'il aurait pu se faire soigner son bras blessé face à Aizen par Orihime? Il a fait non, c'est une humaine, elle a rien à foutre là, nous on est des Shinigami, on est nobles, on vaut mieux que les humains. Donc c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que c'est peut-être pas ça qu'il fallait comprendre. On est mieux que les humains, donc vas-y, je vais pas m'en mêler. Là pareil, Yamamoto savait pertinemment qu'en fait il aurait pu temporiser jusqu'à Kishigo arrive, parce qu'il savait que Kishigo c'était la clé du truc pour une raison X. Mais non, il a dit non, je vais pas attendre, je vais aller faire le travail moi-même. Et du coup, de part cette arrogance un peu mal placée, en mode non, nous on est Shinigami, on est noble, on va pas s'abaisser à demander l'aide de simples humains, en fait il s'est fait baiser, c'est-à-dire qu'il a refusé d'évoluer par orgueil, alors qu'à l'époque où ils ont niqué les Quincy la première fois, ils n'étaient pas emmerdés par ce genre de choses, ils faisaient tout ce qui était nécessaire pour atteindre leur objectif. Donc encore une fois, on est dans ce délire, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, on est dans ce délire d'une ancienne génération qui, dans un sens, a refusé de réellement évoluer, et c'est cette accumulation des erreurs et ce refus de changer pour de bon, pour coller à des principes un petit peu dépassés, qui l'a mené à sa perte, qui l'a mené à l'échec. Voilà, et ça j'en parle plus longuement dans mon livre Manga Story. Mais oui, je peux le dire, c'est écrit dans mon livre, bordel de merde. Donc, je trouve l'idée très très intéressante. Voilà. Et en opposition à cette Soul Society un peu vieillissante et drapée dans ses principes qui les mènent à l'échec, en opposition, nous avons le Yuaba qui, lui, a réussi à changer son fusil d'épaule. Si je dois utiliser des arrancards, j'utilise des arrancards, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, donc le gars a réussi à évoluer. Est-ce que je dois aller m'allier à Aizen pour avoir une meilleure chance? Bah, je vais aller parler à Aizen. Bon, je sais qu'a priori, il va m'envoyer chier, mais dans le doute, je vais aller discuter quand même. Le gars est prêt à... En fait, il est prêt à ne pas appliquer des principes au service de sa mission, au service de son objectif. Alors, ça veut pas dire que c'est bien, dans le sens que ça reste un méchant, mais il est plus ouvert d'esprit. Alors après, il faut pas confondre être prêt à tout et avoir une certaine noblesse. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il est prêt à tout que ça en fait quelqu'un de vertueux, prêt forcément à évoluer pour de bonnes raisons. Voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Oui. Ce qui nous amène à la seconde partie de l'épisode, le retour d'Ichigo. J'ai envie de l'appeler Ishigote. J'ai envie de l'appeler Ishigote, on va l'appeler maintenant. Qui fait son comeback, qui réussit à s'échapper de la prison mise par Kyulge ou Opi, je sais plus comment il s'appelait, bref. Il arrive dans la Sun Society, et là je trouve encore une fois qu'il y a des idées de mise en scène, parce qu'encore une fois, niveau scénario, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose en réalité. Ça reste très très simple. Très Saint Seiya, très simple. Mais, dans la mise en scène, je trouve que c'est franchement très inventif, très très incroyable. Rien que le fait de voir toutes les âmes qui s'éteignent petit à petit dans les yeux d'Ichigo, tu fais « Oh putain, l'idée est géniale !» Le gars, il s'énerve, il réussit à passer de l'autre côté, et là, la scène, mais l'idée, je le trouve vraiment cool.
C'est en fait que t'as une séquence de 5-6 minutes où tu vois pas du tout le visage d'Ichigo. En fait, on te laisse... C'est ça que j'appelle la puissance évocatrice, c'est que on voit pas la gueule d'Ichigo, on voit pas la réaction d'Ichigo, mais on sait ce qui se passe. Et ça décuple le truc, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de le voir, on le ressent, on le comprend, et ça fonctionne. Donc on arrive, la scène, le portail s'ouvre, on est en vue subjective d'Ichigo, pas de dialogue, rien. Tu vois le mec qui s'écroule, qui lui ouvre la porte, et il voit l'autre Quincy qui est en train de faire le cake, en train de parler, là. Et tu sais que lui, tu dis, dès que tu vois le gars, tu fais « Oh, lui, il va manger sa mère !» Et puis tu vois, vroom, il nique sa mère direct. Après, tu vois, il pose le mec, il repart, tu fais « Oh là là, ça va tellement chier !» Tu vois les images de Renji à moitié par terre et de plein d'autres gars par terre. Tu vois, il se pose devant Byakuya. Et là, moment masterclass, là j'ai envie de te dire ce que je dis. Je compare beaucoup Bleach à Saint Seiya dans la structure du truc. En revanche, dans la mise en scène, dans l'intensité, je suis désolé, on est clairement sur du Dragon Ball. On est clairement sur du Dragon Ball, et autant Bleach, je suis pas un expert en Bleach, autant Dragon Ball, c'est clairement ma cam, c'est clairement mon domaine. Et je suis désolé, mais la scène Byakuya Ichigo, on a clairement une réminiscence parce que rien que toute la scène, en fait, finalement, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'arc Namek, ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que le héros est bloqué, quand tout le monde se fait baiser, la situation est hyper critique, Gohan s'est fait péter la nuque, Krillin va se faire rouster, Vegeta est au sol. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Dernier moment, Goku se pointe, il est vénère. On est un peu dans ce délire-là, on est dans cette même configuration-là, on en reparlera un jour de ça d'ailleurs. Donc là, il y a Ichigo qui arrive, il est hyper vénère, et là, il y a Byakuya qui est éclaté, qui est en steak haché. Alors je sais pas s'il est réellement mort ou pas, il me semble que non, je veux pas spoiler, mais bref. Byakuya qui arrive et il fait « Putain, j'ai perdu comme une merde, est-ce que tu peux juste me dire que Renji et Rukia sont encore vivants ?» Il fait « Ouais, t'inquiète, ils sont vivants. » Et là, on a la scène, je suis désolé, la mort de Vegeta sur Namek, quand Goku arrive face à Freezer, on a le même genre de dialogue. C'est-à-dire qu'on a un mec qui était quand même un noble, tout comme Vegeta. Je dis pas que c'est un plagiat, attention, hein, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais il y a une récurrence, il y a des ressemblances. On a le Byakuya qui était quand même un des premiers gros rivaux d'Ichigo, très noble, très fier, qui reste à ses principes, qui fait « Non, mais moi, t'es qu'un humain, moi je suis un noble de la Society, je suis un capitaine des 13 divisions, t'es qu'une merde, m'adresse pas la parole, je suis au-dessus, il y a ma fierté, il y a mon orgueil, il y a mon honneur, tout ce que tu veux. » Il fait là « J'ai perdu comme une merde, je me suis fait voler mon bankai comme une merde, j'ai pas été capable de protéger la Society, d'accomplir mon devoir, je me suis fait laminer de manière lamentable, et donc malgré tout mon orgueil, je vais encore une fois m'humilier, autant aller jusqu'au bout de l'humiliation, et je vais faire preuve d'humilité, et Ichigo, je sais que t'es qu'un humain, je sais que ça te regarde pas, mais je t'en prie, sauve la Soul Society. Mais on a tout, le gars est en train d'agoniser, on a les larmes, on a tout, et là on voit pas le visage d'Ichigo, tout le long on voit pas le visage d'Ichigo, et tu fais « Oh la dinguerie !» Et là, mise en scène, mais l'idée est géniale, l'idée est simple, mais l'idée est géniale, et c'est une idée qu'on aurait pu avoir dans le Dragon Ball Z, l'animé de l'âge d'or, c'est-à-dire les années 90. Les gouttes de pluie ne tombent plus sur Ichigo, elles s'évaporent juste avant de tomber sur lui, et là tu comprends. C'est ça la puissance évocatrice, t'as pas besoin de faire un truc à la Bon, je vais taper un peu sur Naruto gratos là. T'as pas besoin de faire un long flashback de bâtard à la Naruto pour faire monter la tension, tu fais juste ça. Le gars est tellement chaud, genre sa pression spirituelle est tellement en train de grimper que la pluie ne peut pas le toucher. Je veux dire, ça y est, ça s'évapore à son contact. Et tu vois toujours pas son visage quand c'est ça. Et là, tu comprends, tu fais « Oh putain, ça va tellement chier !» Tu te dis « Oh, incroyable !» Incroyable cette scène, franchement, cette scène, ça m'a enlevé mes neurones. J'étais plus qu'un sale gamin devant le Club Dorothée. J'étais là « Oh putain, c'est génial !» J'ai kiffé. J'ai kiffé, cette idée de mise en scène est incroyable, c'est tout con, ça a certainement déjà été fait ailleurs, mais ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas besoin de réponse, il parle pas, il fait hop, ok d'accord, j'ai compris, ça va chier. On a compris tous, on était tous calmés, là, on était là, oh putain, ça va être incroyable. Et ça l'a été, oui. Juste après ça, tu vois Byakuya, pareil encore une fois, en termes de mise en scène, de symbolisme, c'est plutôt stylé. Byakuya a l'air de rendre son dernier souffle, lâche son Zanpakuto, et tu dis, oh, ça tombe comme son bankai, sauf que là, la lame, au lieu de se fondre dans le sol, elle se brise en 1000 morceaux. Et là, tu fais, ah putain, ils sont forts. Ils sont forts, en plus, avec le petit fond rose qui rappelle les cerisiers de sa technique.
Vraiment, en termes de symbolisme, on est très clairement sur du DBZ slash Saint Seiya. Et c'est incroyable, voilà, je le dis, oui. Et nous avons donc la première confrontation entre Ishigo et Yuaba, du coup. Et son second, là j'ai oublié son nom. Et là tu te dis putain ça va tellement chier, mais bon Ishigo se fait mêler comme jamais, bien évidemment. Mais pendant un moment t'y crois, tu sais quand il s'énerve, il commence à mettre l'aura qui part en couille et tout, tu fais oh ça va tellement chier. Et en fait il se fait calmer assez vite, parce que évidemment il peut pas inquiéter le méchant à ce stade-là. Voilà. Il fallait quand même qu'on est toujours dans ce build-up du méchant, c'est-à-dire qu'il a niqué Yamamoto, ok d'accord, mais si en plus il souille le héros alors que le héros est au sommet de sa colère et a priori aussi plus puissant qu'il a jamais été, quoique non, après il y avait son méga Getsuga Tensho contre Aizen, il devait être plus puissant que ça je pense, j'imagine, j'espère, mais bref, il faut qu'il se fasse rouster aussi, tu vois, c'était cool. Et en plus, il a rajouté Tite Kubo dans son scénario, là où je trouve que ça commence à devenir un peu plus subtil, un peu plus intéressant, et qui va nous mener, je pense, à la meilleure partie de l'arc, en réalité, c'est qu'il arrive à connecter le méchant. Le méchant n'est pas juste le mec qui a tapé les amis d'Ishigo, c'est que le méchant, on est sur un méchant qui sait quelque chose. Le méchant qui a les clés de révélation. Ce que j'ai déjà dit, et j'en parle dans mon livre d'ailleurs, j'ai la flemme de rattraper, mais... pour moi, il y a au moins deux types principaux de héros dans les shonen dits neketsuesques. T'as les héros à la Luffy, c'est-à-dire les mecs qui sont déter depuis le début et qui changeront pas d'iota. T'as les Naruto, des mecs qui ont un rêve, mais qui vont quand même être capables de faire preuve d'humilité pour apprendre et pour évoluer. Et t'as aussi les Ichigo ou les Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, c'est-à-dire c'est des mecs qui n'ont pas de grands buts, qui n'ont pas de grandes inspirations, qui veulent pas devenir les meilleurs, des plus forts, machin, juste pour devenir les meilleurs, mais qui en fait sont en quête d'identité. Donc là, non seulement quand le Yuaba il défonce la Soul Society, le gars est en quête de vengeance, mais maintenant qu'il apprend, qu'il sait des choses que Ichigo ignore sur sa mère, il fait en fait merde, ce méchant a la clé de ce que je recherche. Ce méchant est la clé de ma véritable quête, qui est une quête d'identité. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas mis la mort de la mère d'Ichigo sur le tapis dans Bleach à ce moment-là de l'histoire. Et en fait, on se rend compte que c'est bien plus important ce qu'on aurait pu le penser. On apprend par exemple dans cet épisode qu'Ichigo aurait des pouvoirs de Quincy. Alors il nous donne, comment dirais-je, la Yuaba il nous fait un petit moment un peu bleachesque où il explique pourquoi il commence à développer des pouvoirs de Quincy, parce qu'en fait il était dans la prison de l'autre et qu'à force de taper dessus, il aurait absorbé l'énergie spirituelle qui aurait réveillé, qui aurait rebooté son énergie spirituelle à lui, et qui l'aurait fait donc apparaître des pouvoirs de Quincy. Et il dit, c'est parce qu'il ignore sans doute tout sur sa mère. Bon, là je vais pas spoiler, mais je pense que tu as compris ce que ça voulait dire. Donc là on a un méchant maintenant qui non seulement est un bâtard, parce qu'il a vraiment fait du mal au monde d'Ichigo, mais en plus qui a les clés de son mal-être, qui a les clés de sa quête. Donc ça veut dire que battre ce méchant-là, ce sera accéder à qui il est réellement et arriver au bout de sa quête, ça devient super intéressant une fois de plus. Voilà, bon par contre, c'est là où je vais mettre un petit bémol, c'est l'affrontement entre Ishigo et Yuaba. Je l'ai trouvé trop pyrotechnique, en fait, j'ai pas compris le combat, en fait. Alors que jusqu'à présent, avec Yamamoto et tout, c'était assez détaillé, on comprenait les actions. Là, c'était juste deux boules bleues et rouges qui se fritaient dans le ciel. On n'a pas vraiment eu... c'était pyrotechnique, mais il n'y avait pas la sensation forcément de puissance. On n'est plus dans cette puissance évocatrice, c'est genre on est dans la puissance... ouais, ça fait beaucoup de lumière, donc c'est puissant, tu vois. C'est un peu dommage de s'être contenté de ça, ils auraient pu nous faire une petite séquence un peu sakugesque sympathique. Bon après je pense qu'ils avaient déjà tout mis dans l'introduction certainement, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage, ça m'a un petit peu sorti, bon pas très longtemps mais ça m'a un petit peu sorti du truc parce que juste après t'as la révélation que l'autre il utilise les pouvoirs de Quincy sans faire exprès, et tu fais putain c'est génial, je le savais, mais j'étais quand même pas prêt. Donc c'est ça qui est cool, et puis même la dernière image de l'épisode, enfin l'une des dernières images, c'est le Yuaba qui doit se barrer parce qu'il arrivait... bon ça c'est un peu l'excuse facile pour annoncer un deuxième round, c'est-à-dire que bon là on a tout ce qu'il faut pour gagner, mais on va quand même on va tous battre en retraite parce que le boss il est plus à fond là, il a utilisé son, comment on appelle ça, il a utilisé son temps là, je voulais faire une référence jeu vidéo mais j'ai oublié comment ça s'appelait. Là il a son cooldown qui arrive. Donc il faut qu'il reparte. Bon, t'as envie de te dire, oui, ok, le Yuaba il doit se barrer, mais pourquoi ses troupes restent pas finir le boulot? Bon, petite astuce scénaristique un peu facile, mais c'est pas très grave.
Et là qu'on apprend aussi qu'Aizen lui a un petit peu mis un peu à l'envers, parce que le pouvoir d'Aizen c'est de faire des illusions, n'est-ce pas? Et donc, on a la scène où Ichigo il veut pas lâcher l'affaire, et puis boum, il se fait niquer son Bankai, pas par Yuaba, mais par son sous-fifre, son second, qui a l'air d'être son homme de... Enfin, son bras droit plutôt. Là tu te dis, ah merde, oui ok, tu veux te battre contre le boss, mais en fait il y a des petits boss juste avant, et t'es peut-être pas au niveau encore, tu vois. Donc j'ai bien aimé cette image ultime du Bankai brisé d'Ichigo, dans une sous-society ravagée où la défaite est totale en fait. La défaite est totale. Donc on est vraiment sur un début d'arc sombre, cataclysmique, apocalyptique, où les héros sont vraiment dans une position très très difficile. Comment vont-ils se relever? Nous le verrons dans les prochains épisodes. Oui. Bon, et on a eu un petit nouvel ending. Alors la musique était toujours la même, mais l'animation était différente. Nous avons eu un petit diaporama sur le premier Gotei 13. Plutôt sympathique. Alors au début je me suis dit tiens c'est un petit hommage à Yamamoto parce qu'il est cadet, mais en fait c'est certainement un peu ça aussi. Mais c'est pour exploiter, le gars il s'est fait chier à faire des chara-design, autant les exploiter à fond, vas-y on met le Gotei 13 de l'ancienne mode en avant. Alors on n'a toujours pas les prénoms des gens il me semble, on sait pas qui ils sont. Mais bon, voilà, c'est pour le côté fanservice, pour le côté lore un petit peu. Peut-être qu'ils vont préparer un spin-off dessus, j'en sais rien à vrai dire. Mais voilà, c'est juste pour signaler, parce qu'on va me dire « Ah, t'as pas parlé du Neverlanding ?» Si, j'en parle. Est-ce qu'il sera là tous les épisodes? Ça m'étonnerait, je pense que c'était vraiment pour marquer le coup. Parce que là, on est vraiment la fin de la première partie, il me semble, de cette Thousand Year Blood War, qui est composée en 4 ou 5 parties, si je dis pas de bêtises. Qui sera, par contre, en termes d'animation, parce que là, on va avoir 12-13 épisodes, et puis on aura encore 12-13 épisodes un peu plus tard. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Donc, un très bon épisode, une fois de plus, une mise en scène aux petits oignons, la puissance évocatrice des shonen neketsuesques à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Et là, ça fait plaisir. Alors, il y en a qui m'ont disputé un petit peu cette déclaration lors de la semaine dernière. En disant, oui, mais attends, le combat dans Demon Slayer entre Tengen, je crois qu'il s'appelle Tengen, et le démon, là, dans la saison 2 de Demon Slayer, c'était quand même une dinguerie. Je fais, oui, c'était un très bon combat, l'animation était incroyable, attention, mais on parle pas de la même chose. Je te parle pas de la même chose, moi je te parle des moments où t'as pas besoin de beaucoup d'animation et en fait tu comprends qu'il va se passer une dinguerie. C'est cette anticipation que je te parle. La mise en scène du combat dans la fin de Demon Slayer là, c'était très beau, c'était pyrotechnique de fou, c'était super bien animé, on est pris dedans, mais c'est pas pareil. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même délire. Là, c'était très beau, c'était pyrotechnique, c'était un peu comme les combats dans DBS Broly, si tu veux. Il manquait, même dans DBS Broly, il manquait cette puissance évocatrice. C'était juste, vas-y, c'était pyrotechnique, on explose tout, ok. Mais il n'y avait pas le moment où, par exemple, comparaison, le Broly de 93, il me semble qu'il date de 93, où Broly, il marche juste comme ça. Et au fur et à mesure qu'il marche, t'as toute l'atmosphère qui change de couleur, tu te dis, oh, la dinguerie, tu vois. C'est pas pareil, il n'y a pas le côté anticipation que le truc t'impressionne avant même que tu le vois. C'est très difficile à exprimer cette notion de puissance évocatrice, mais je pense que certains l'auront parfaitement compris. Bref, c'était tout. Je vais conclure là-dessus. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette review, et aussi pour le référencement, parce que c'est très important le référencement. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens dans la description sont les procurer mes œuvres. Et je vous dis à très bientôt sur Spatubro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.